Moi, je vais présenter plutôt un peu comment un projet, enfin comment notre sujet se construit. Donc moi, j'étais élève en Master 4. J'avais un premier projet initial qui était sur la médiation culturelle à Tahiti. Ce sujet s'est révélé beaucoup trop large, beaucoup trop vaste. Je voulais savoir en gros, puisque le métier de médiateur culturel n'existait pas, et véritablement, en tout cas en tant que tel, et quels étaient ceux qui tenaient ce rôle de médiateur dans la culture à Tahiti. Et il a fallu resserrer. Donc ce qui m'intéressait, c'était évidemment la culture et l'identité polynésienne, la manière dont elle pouvait subsister encore ou pas dans la société contemporaine tahitienne. Donc du coup, d'où le choix de mon directeur de mémoire, Bruno Sora, qui avait traité notamment sur deux livres, Tahiti Maori et des Tahitiens et des Français, toutes ces questions culturelles. Il avait fait un petit peu le tour. Donc j'avais un intérêt pour la question du corps comme support d'identité et de culture. Et c'est très présent à Tahiti à travers la danse ou le tatouage. Donc du coup, on a arrêté un sujet avec mon directeur de mémoire. Je pouvais pas, j'étais pas locutrice, donc pareil, on a évincé beaucoup de sujets. Il m'a dit sinon je t'envoie au Tuamotu dans une famille de pêcheurs, comme ça tu vas apprendre le Reo Tahiti. Donc bon, ok. Et on a ciblé sur quelque chose qui était très actuel, et le concours de beauté Mister Tahiti. Alors, ça donne un objet très précis, mais alors moi, au départ, j'étais complètement perdue. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on va en faire? Donc, le concours de Mister Tahiti, c'est un concours qui met en compétition des jeunes hommes pour gagner un prix de beauté, ce qui est plutôt d'habitude l'apanage des femmes, enfin, une représentation féminine. Donc, qu'est-ce qu'allait révéler cette mise en scène médiatisée du masculin? Quels étaient les enjeux? Donc notre hypothèse, elle a été que ce concours est un événement médiatique qui donne à voir une société tahitienne mondialisée, en perte de sa spécificité, mais qu'il permettait aussi d'approcher des jeunes hommes tahitiens, la manière dont ils se représentent et dont ils sont représentés aujourd'hui. Donc après avoir fait l'historique de ces concours de beauté en Occident et évolué les représentations de la beauté virile à Tahiti, on s'est demandé dans quelle mesure ce concours croisait des identités genrées, ethniques et territoriales dans un contexte contemporain, caractérisé par par les spécificités ethniques et culturelles aux nouvelles normes de la mondialisation. Et nous voulions également découvrir comment ces jeunes Tahitiens, à travers ce concours, pouvaient s'approprier et donner sens à celui-ci, et dans quelle mesure ça pouvait leur permettre d'augmenter leur pouvoir sur leur vie. Donc on va décrire dans les instants qui suivent les appuis qui nous ont permis de mener notre travail de recherche, la revue de littérature d'abord, la méthodologie de recherche qui est importante puisque c'était entre la sociologie et l'anthropologie, donc c'était des choses aussi que je découvrais. Et ensuite on en dégagera les principaux résultats. Donc au niveau de la littérature, il s'agissait de savoir, de la revue de littérature, il s'agissait de savoir ce qui avait été fait sur les concours de beauté. Alors, pas grand-chose. Donc là, pareil, il a fallu aussi vraiment aller fouiller. Et d'ailleurs, je vais citer Georges Vigarello, qui est un historien de l'histoire du corps en métropole, et qui disait dans une émission: les concours de beauté ne sont pas vraiment un sujet sérieux pour les scientifiques. C'est un sujet qui a longtemps été considéré comme illégitime, pas très académique, sans doute parce que les Miss sont considérées comme frivoles, sauf peut-être par les historiens aux États-Unis. En effet, les historiens aux États-Unis, même au Canada notamment, on s'intéresse beaucoup plus à ces questions qui semblent populaires, alors qu'en métropole, on va beaucoup moins traiter ce genre de questions. Et pour le masculin, les concours masculins, c'est une histoire encore plus récente. C'est moins ancré dans une histoire, et c'est peut-être dû à la représentation de la beauté masculine, et ce qui fait vendre aussi, c'est le corps de la femme, depuis plus longtemps que le corps de l'homme. Donc on a trouvé justement 3 textes, 3 articles qui ciblaient les questions des concours de beauté. Ce sont 3 femmes qui ont écrit ces articles. Et Laure Schouft, Julia Sayag et Camille Couvry. Donc concernant Laure Schouft, alors elle s'est appuyée sur des observations lors de son séjour de 5 ans à Tahiti,
dans le cadre de sa thèse « Couple métropolitain et polynésien à Tahiti, enjeu de l'ethnicité du genre et du statut socio-économique dans un contexte postcolonial ». C'est très long. Donc, elle a écrit dans un article la revue scientifique Corps. Elle a exposé la médiatisation des corps dans de très nombreux concours de beauté à Tahiti. C'est vrai que les concours de beauté ici sont florissants. Il y a Miss Dragon, il y a Miss Tahiti, Miss Vainetane. Enfin, il y a beaucoup de concours de beauté. Donc, dans un premier temps, elle cherche à démontrer que les concours de beauté à Tahiti servent de scène à la représentation du corps de la femme tahitienne, la Vainée, une réappropriation d'un mythe occidental qui relève d'un regard colonialiste et qui est aujourd'hui exploité à des fins économiques. Et elle a également, donc d'autres concours populaires et aussi médiatisés mettent en scène d'autres articulations de genre, de physionomie et de culture. Je cite Laure Schouft là. Puis en s'appuyant sur le corps comme élément représentatif de ses compartimentages et représentations ethniques, elle se concentre sur le rôle social et compartimenté des concours et de la mise en scène de ces corps genrés et ethnicisés. Là, je préciserai après les concepts. Donc Julie Assayag, la globalisation du pot, donc les concours de Miss Monde en Inde. Donc là, pareil, elle traite de Miss Monde et l'uniformisation des corps, la mondialisation et de l'assimilation inconsciente des corps. Donc elle va parler du concept de glocalisation. Donc en gros, c'est le gommage de toutes les spécificités ethniques. Donc je vais en reparler. Et Camille Couvry, elle a fait une thèse sur la beauté, classe sociale et empowerment. Donc on reparlera de ce thème. Les jeunes femmes de classe populaire. Donc là, elle traitait d'un concours sur les Miss dans le Nord et des manières dont ces jeunes femmes vont se servir de ce concours pour apprendre à avoir un plus de féminité, pour s'exprimer en public, bref, une prise de pouvoir et nouer des contacts. Donc on va reparler des apports de concepts. Donc l'intersectionnalité, donc dans le premier avec Laure Schouft. L'intersectionnalité, c'est une notion qui est employée en sociologie. Donc en sociologie, on reprend souvent des concepts qui existent déjà ailleurs et puis qu'on remet un petit peu pour pouvoir parler des problématiques qu'on traite. Donc c'est également en analyse politique et ça désigne la situation de personnes qui subissent simultanément plusieurs formes de domination et de discrimination dans une société. Donc l'intersectionnalité, elle va plutôt traiter d'identité collective plutôt que de trajectoire individuelle. Et la glocalisation, en deuxième, donc avec Julie Assayag, c'est un néologisme qui est une contraction de global et de local. Donc ce concept, c'est en mondialisation en anglais. Donc comment en fait des réalités locales sont complètement gommées pour être pris dans un terme de mondialisation. Et cette combinaison fait émerger les tensions qu'il pourrait y avoir entre les processus de mondialisation et les particularités locales. Donc comment en fait la mondialisation s'infiltre dans les particularités locales, que ce soit celle d'un groupe, d'un pays, d'une ethnie, sous ses diverses représentations. Concernant le terme empowerment, donc empowerment, c'était utilisé dans les années 70. C'était aussi un terme politique, c'était une prise de pouvoir d'un groupe de femmes. Et voilà, donc c'est des contextes philosophiques. Donc c'est vraiment une prise de pouvoir, mais une prise de pouvoir qui est conscientisée. Et dans un sens affaibli, ce concept désigne la manière dont des individus sont amenés à se réapproprier un certain pouvoir sur leur existence. Donc ces trois concepts sont dans le domaine du champ sociologique contemporain. Et ça nous a donné une grille pour approcher notre sujet et construire nos hypothèses. Donc la première hypothèse, est-ce que le concours Mister Tahiti croise des appartenances de genre ethnique et territorial à travers une mise en scène médiatisée des corps? Et est-ce qu'on peut y lire des logiques de domination et de discrimination? Seconde hypothèse, le concours Mister Tahiti s'inscrit dans un processus de mondialisation. Donc le local et tout ce qui est spécifique, ethnique et culturel, en l'occurrence la culture maori, se trouve subordonné au global et relève d'une logique de glocalisation. Et qui ramènerait les traits
proprement polynésien ou simple rôle d'accessoire, de décor dans une logique de dépossession. L'hypothèse numéro 3, avec le troisième texte, le concours Mister Tahiti, et pour les jeunes hommes qui y participent, et pas moins, n'en permet pas moins, dans une certaine mesure, un moyen d'empowerment en leur donnant l'occasion d'augmenter leur pouvoir individuel et social. Donc on a essayé de voir si on retrouvait ces problématiques qui étaient plutôt ciblées sur les Miss, dans les Misters, dans le concours des Misters. Donc ces 3 articles ont été complétés par la lecture de différents travaux. Georges Vigarello, qui est un historien du corps, David Le Breton, qui est également en anthropologie du corps, et Bernard Andrieux, sociologue, ainsi que Bruno Sora, avec des Tahitiens et des Français, qui nous a permis d'avoir justement un regard juste dans l'analyse des faits et des comportements, en gardant cette dualité des représentations de soi et de l'autre par rapport et en tentant d'être le plus objectif possible. Donc là, on passera sur la méthodologie. Donc, au niveau de notre méthodologie, on était plutôt dans l'approche qualitative, c'est-à-dire le quantitatif, c'est les chiffres, et qualitatif, ça va être les entretiens, et savoir et s'appuyer, et ensuite bref, en faire notre analyse. Donc, on a fait de la recherche en archives et revues de presse. Donc ça, on a commencé par aller aux archives territoriales de Polynésie française à Tiperui, afin de dépouiller la presse. Et ouais, je vais carrément dépasser, désolée. Donc, on a vu la dépêche de Tahiti, les nouvelles de Tahiti. Et cette revue de presse, elle était vraiment préalable à notre travail de terrain. Ça nous a permis d'établir un historique du concours Mister Tahiti depuis sa création en 2001, et de nous rendre compte comment il a pu être perçu tout au long de ces années. À cette revue de presse, on a également étudié la page Facebook officielle de Mister Tahiti, qui présentait chaque année la sélection, les jeunes hommes qui s'y participaient et le concours. Et cette page était également intéressante pour les commentaires du public. Donc au niveau sociologique des termes, on voulait au départ être dans une observation participante. Ça nous a paru idéal pour notre enquête de terrain. Et c'est une approche qui est plutôt proche de l'étude ethnographique. Alors il s'agit de participer de partager la vie ou les activités des sujets de façon à collecter des données en situation. Alors moi, je ne pouvais pas me présenter en tant que Mister Tahiti. Voilà, je ne pouvais pas avoir une transformation aussi rapide. Mais j'aurais bien aimé pouvoir suivre justement les entraînements de ces jeunes hommes in situ, de voir des logiques de groupe, ce qui aurait été énormément intéressant de voir, parce qu'il y a vraiment un entraide, une simulation en groupe qui est très importante, notamment à Tahiti. Et ça, je n'ai pas pu, on m'a refusé. Alors il faut savoir que dans la recherche, tout est exploitable, c'est-à-dire que lorsqu'on ne peut pas mener quelque chose à bout, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il faut l'analyser. Et ça, c'est vraiment important dans nos pratiques. Alors j'ai dû m'adapter, et donc, mon observation participante s'est arrêtée à ma participation au jour J, donc de la représentation au Méridien. Et ça ne m'a pas permis d'approcher les candidats comme je voulais, mais bref. Donc notre observation, enfin notre enquête, notre terrain principal d'enquête, ça a été les entretiens. Donc là, c'est vraiment ça qui nous a même permis un dépassement au niveau d'expliquer comme quoi le concours est un événement médiatique, mondialisant. Ça nous a permis d'aller plus loin, justement dans cette prise de pouvoir qu'avaient ces jeunes hommes et l'analyse qu'ils en avaient même de ce concours. On a choisi de faire des entretiens semi-directifs. Ils permettent une parole libre, mais on pouvait traiter différents thèmes. Alors c'était qu'est-ce que vous avez présenté lors de votre talent show. Donc c'était voilà, comment votre famille a pris votre engagement dans Mister Tahiti. Voilà, donc ça leur permettait de pouvoir répondre, de dire si c'était pertinent ou pas. Est-ce que vous trouvez que c'est un concours qui met suffisamment en avant la beauté polynésienne? C'était peut-être une question qui n'était pas si pertinente, ils me l'ont fait remarquer, donc ça m'a permis aussi d'avancer. On n'a pas toujours pu faire des entretiens en face à face, j'ai aussi beaucoup fait par mail, parce que ces jeunes hommes parfois pouvaient être timides, ou alors ils étaient pris dans leur vie.
puisque c'était avec des misters qui avaient fini ce concours il y a 5 ou 6 ans, donc on n'a pas... Voilà. L'ensemble de ces entretiens ont été enregistrés, puis retranscrits. Donc j'ai interrogé différents acteurs, dont une ethnologue également, l'organisateur des jeux traditionnels polynésiens, pour être dans une comparaison avec d'autres concours. Et on a fini avec un questionnaire à questions ouvertes à des lycéens et étudiants, filles et garçons, afin de voir leur représentation, comment ils percevaient ce concours, et de voir leur représentation d'un homme beau en général et d'un homme polynésien en particulier. Donc l'échantillonnage s'est réparti sur 61 lycéens, général et professionnel. J'avais oublié de demander les sexes, alors là c'était une erreur monumentale. Bon, je m'en suis un petit peu aperçue quand même, mais bon, il y avait une forte majorité de filles de toute manière, et puis 41 étudiants dans l'ESP, 39 filles et 3 garçons, ce qui prouve aussi l'échantillonnage de l'ESP. Méthode d'analyse, j'ai eu une méthode comparative et une méthode interprétative. La méthode comparative, elle est une méthode incontournable des sciences sociales. Elle repose donc sur une double analogie de structure et de contexte. Donc j'ai établi des comparaisons selon un double axe, donc diachronique, c'est-à-dire qu'on remonte dans le temps, et synchronique, c'est-à-dire qu'on prend in situ, dans le temps même. Donc les comparaisons historiques, elles ont été importantes pour travailler sur des périodes éloignées, même si c'est toujours délicat, hein, donc il faut toujours ne pas être dans la surinterprétation, mais c'est important de comparer les représentations de la beauté masculine de Tahiti d'hier et d'aujourd'hui. Et ça permettait de mieux saisir les transformations de ces représentations et d'inscrire le concours de Mister Tahiti dans l'histoire de beauté en Occident également. Et c'était également nécessaire pour juger comment le concours local s'y inscrivait. Donc l'axe synchronique, dans le temps, une comparaison forcément avec les concours féminins, ce qui a été important. Ça allait de soi de comparer avec Miss Tahiti. Et d'autres comparaisons avec d'autres concours masculins, comme les jeux traditionnels polynésiens et Mister Tané. Pour ce qui est de l'interprétation et de l'analyse, on était dans une méthode interprétative. C'est-à-dire qu'après les retranscriptions, on cherche à dégager le sens subjectif des acteurs sociaux et qui donnent à leur propre pratique. Il y a toujours un risque, par contre, interprétatif. Donc là, il faut toujours faire attention et je vous conseille le sociologue Bernard Lahire qui a écrit un article sur ce sujet. Donc, on retourne sur nos hypothèses de départ. Alors, par rapport à leur Schuft, est-ce que c'était une mise en scène médiatisée? Oui. On est dans la société du spectacle. Le corps est mis en scène. Est-ce que c'était un concours genré? Oui. On est dans une représentation du masculin, normée et stéréotypée. On donne une certaine image de la virilité, mais avec des ambiguïtés. Il y avait une identité qui semblait ébranlée. Est-ce qu'il y a une fragilisation du masculin? Donc tout ça, c'était des questions qui sont encore à creuser. Ethnicisé, pas vraiment. On ne se réfère pas vraiment à des critères ethniques. Le concours Mister Tahiti était un concours beaucoup plus ouvert. Il y avait même une éloge du métissage. Et il y a plutôt d'ailleurs un phénomène de désethnicisation. Alors ce n'est pas un concours territorialisé, plutôt déterritorialisé. Et d'ailleurs, juste, il était dans les hôtels. Contrairement au Miss Tahiti qui se passe sur les mairies ou dans d'autres lieux plutôt politiques, là, on est vraiment plus dans le domaine du tourisme, voilà. Donc, on ne trouve pas vraiment les croisements opérés par Laura Schuft pour Miss Tahiti. La glocalisation, oui. Alors, Mister Tahiti, c'est le titre même du concours, montre bien ces jeux du local et du global. Mister qui est un terme anglais et Tahiti. Voilà, donc on est bien dans la mondialisation, dans l'occidentalisation. Il y a toujours cette touche de local, de culture tahitienne qui est à la fois prétexte et accessoire. Empowerment, oui. On est dans l'empowerment. Et là, on l'a vu dans ce dépassement justement avec les entretiens. C'était des jeunes hommes qui étaient conscients, qui se sont servis aussi de ce concours pour se prouver à eux-mêmes qu'ils en étaient capables. Ils ont repris confiance en eux. C'était des jeunes hommes qui ont toujours dit qu'ils étaient timides à la base.
Donc ça leur a permis de se dépasser là-dessus. Alors ensuite, par rapport au terme empowerment politique, on n'en est pas vraiment dans une véritable conscientisation ou émancipation collective. Donc le terme que Camille Couvray a utilisé n'était pas vraiment adapté. Mais les mystères politiques, les mystères Tahiti restent dans une logique individuelle, donc il n'y a rien vraiment de politique. Donc voilà, j'en ai terminé. Donc le concours concerne des jeunes hommes tahitiens d'aujourd'hui. C'est ce qui a permis de révéler encore, je le dis, les entretiens. Et ça a même posé d'autres problématiques, justement de voir cette timidité et cette fragilité justement des hommes tahitiens. Enfin, ça a encore à creuser. C'était pareil pour les questionnaires que j'ai donnés pour les hommes. Donc pour eux, le concours n'était qu'un prétexte finalement. Et ça leur a permis aussi d'être en groupe. Donc dans ces logiques de groupe que j'ai pas pu évoquer, de solidarité, de partage. Et ils ne sont pas dupes aussi de ce concours. Ils le dépassent. C'est un événement dans leur vie et ensuite ils passent à autre chose. Donc on se demande qu'est-ce qu'être tahitien aujourd'hui dans un monde justement de plus en plus occidentalisé et mondialisé, à travers des pratiques comme la danse, le va'a, le tatouage, mais dans le rapport aux autres, dans les différentes formes de collectivité. Au-delà de cette dimension, voilà, il s'agit de reconstruire justement leur virilité, leur vie. Et ce travail n'est qu'une esquisse d'un travail qui pourrait être plus large et plus approfondi. Et si ce sujet ne rentre pas vraiment dans les cadres de l'éducation, il semble que cette approche justement socio-anthropologique peut être avec des profits appliqués à des questions justement éducatives. Penser l'éducation en Polynésie française implique d'approcher au plus près les spécificités culturelles de Tahiti et les problèmes concernant la jeunesse tahitienne, dans ce passage entre la tradition et la modernité. Voilà, j'en ai fini, je vous remercie. Alors ça a dû m'échapper, mais est-ce que tu pourrais rappeler pourquoi tu as choisi d'étudier les Mister Tahiti et pas les Miss Tahiti? Il y a eu juste leur Schuft, mais bon, c'était juste. Il y a toujours le mythe de la vahinée. Donc ça, c'est aussi le corps des femmes, par exemple, à Tahiti. Il y a eu beaucoup plus de travaux qui ont été faits, notamment de Patrick Serre, sur la domination des femmes à Tahiti. Donc ça rentrait un peu là-dedans. Donc finalement, c'était d'innover et de prendre le corps des hommes, c'était justement essayer de trouver aussi un peu autre chose. Voilà, mais ça reste néanmoins intéressant, il y a encore plein de choses à dire. Et donc c'est vrai qu'à Tahiti, il y a pas mal de concours et moi, j'ai pas l'expérience, mais j'ai eu l'impression quand même que justement des concours masculins, il y en a à Tahiti et qu'il n'y en a pas forcément ailleurs. Est-ce que c'est ça ou est-ce que dans tous les pays, il y a aussi comme ça des concours masculins avec les mêmes recherches personnelles ou identitaires ou peu importe, ou est-ce qu'il y a une spécificité locale par rapport à ça? Alors, il y a peut-être, en tout cas, je pense qu'il y a d'autres concours masculins. Après, à Tahiti, c'est vrai que c'est peut-être beaucoup plus mis en avant. Par exemple, en France, le jeune homme qui avait gagné également Mister France était un jeune homme d'origine maghrébine. Et ça, il l'avait fait valoir aussi, justement. Il disait, enfin voilà, qu'est-ce qu'être un Français aujourd'hui? Voilà, il y a eu un Tahitien, d'accord, Mister France. Ok, voilà, que j'ai pas mené mon sujet jusqu'au bout. Ouais, David Mettey, mais oui, en plus je l'ai... Alors c'est bête parce que David Mettey, je l'ai eu en entretien. D'ailleurs, j'ai eu cette chance-là d'avoir un entretien avec David Mettey, oui, qui avait gagné d'ailleurs. Mais lui, justement, il disait que il avait trouvé beaucoup plus cette entraide
beaucoup plus cet aspect collectif à Tahiti qu'à Mister France. Donc c'était lui quelque chose qui lui avait beaucoup plus plu. Mais par contre, à Tahiti, il y a peut-être plus cette dimension, en effet, d'aller chercher, de revendications et identitaires et voire même personnelles. C'est peut-être plus prégnant ici, effectivement. Voilà. D'autres questions?